Nous sommes le 24 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La traditionnelle parade budgétaire, rendez-vous incontournable pour appréhender la vision du Bénin pour l'année à venir, a débuté à l'Assemblée nationale. Ministres et présidents d'institutions se succèdent devant la commission budgétaire pour défendre leurs prévisions. Nous vous invitons à découvrir dans un instant le passage de quelques-uns de ces ministres. Les jours sont désormais comptés pour les commerçants du marché d'Antokpa. L'ANAGEM a annoncé le démarrage de la dernière phase du projet de déplacement de la plus grande marché de l'Afrique de l'Ouest et sans nul doute la plus ancienne du pays. Et puis, dans l'actualité internationale au Nigeria, 50 élèves parmi plus de 300 enlevés le vendredi dernier dans une école catholique ont réussi à s'échapper, une rare lueur d'espoir dans un pays frappé par la spirale des kidnappings. Nous prenons la direction de l'hémicycle. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a présenté devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale les grandes orientations du projet de budget 2026 de son département. Cette présentation a été marquée par une nette baisse des prévisions. Voici les explications du ministre après son passage devant la commission budgétaire. Je voudrais dire que les projets que nous avons au niveau du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, ce sont des projets pluriannuels et nous arrivons dans ce cycle à la fin des projets qui ont été initiés depuis quelques années, notamment en ce qui concerne les infrastructures, les sites touristiques et un certain nombre de réformes. Donc nous avions dans notre budget principalement, évidemment, une dotation en capital assez importante pour pouvoir mener à bout les chantiers touristiques et les infrastructures touristiques. Donc nous sommes maintenant à la phase d'atterrissage pour pouvoir livrer les différents sites, les différentes infrastructures. Donc cette année, notre budget est en baisse, mais cette baisse n'est pas critique ou elle n'est pas inquiétante puisque, comme je vous l'ai dit, c'est pour achever la plupart des chantiers qui ont été initiés. Donc le budget est globalement en baisse de près de 60%, un peu plus de 59%, et nous passons de 78 milliards en arrondissant à 38 milliards. Mais ces 38 milliards sont largement suffisants pour mener à bout les chantiers qui sont en cours en ce qui concerne les musées, en ce qui concerne les sites touristiques, en ce qui concerne un certain nombre de réformes, puisque les différents projets, les différents sites seront livrés et mis en exploitation à partir de 2026-2027, où on aura normalement mis tous les chantiers, peut-être les derniers chantiers en 2028, mais tout sera à ce moment-là en exploitation et nous pourrions rentrer dans un nouveau cycle après avoir évalué évidemment ce qui a déjà été fait. Je tiens toujours à rappeler que sur une décennie, c'est la bagatelle de 1250 milliards qui sont déployés, qui sont mis en œuvre, qui sont investis pour développer la politique publique du tourisme, de la culture et des arts. Au niveau des honorables députés, ils étaient, comme d'habitude, très nombreux à assister à ces discussions, à ces échanges, à ces débats, et ils étaient également un certain nombre à avoir évidemment posé des questions par rapport aux sites en cours, des questions par rapport à des sites de proximité, peut-être sur des territoires, et ils voulaient s'assurer que nous avions évidemment repéré, identifié, répertorié ces différents sites pour pouvoir les mettre en valeur. Globalement, et comme d'habitude, les discussions ont été très fructueuses et je pense que les honorables députés étaient satisfaits des échanges que nous avons eus. Toujours au Parlement, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a également présenté son budget pour l'année 2026. Plus de 28 milliards de francs CFA ont été alloués
à ce ministère pour la promotion du social, soit une hausse de 6,78% par rapport à l'an passé. Ces ressources supplémentaires permettront de renforcer les mécanismes de protection sociale, d'améliorer le bien-être des populations vulnérables. La ministre Véronique Tony-Fodé a apporté les précisions sur les grandes orientations de son département. Alors avant tout, déjà, disons que conformément au projet de loi de finances gestion 2026, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance bénéficie d'une dotation de 28 813 543 000 francs CFA contre 26 983 853 000 francs CFA en 2025, soit une progression de 6,78%. Cette hausse est portée principalement par une augmentation de 7% des investissements publics. Ces ressources accrues permettent de consolider les mécanismes de protection sociale, de renforcer le bien-être des populations vulnérables, d'accélérer l'inclusion financière des ménages à faible revenu. Donc, au-delà de la poursuite des réformes majeures engagées par notre secteur ces dernières années, le budget 2026 du ministère des Affaires sociales sera consacré à des interventions structurantes telles que le lancement des travaux de construction et d'équipement de 35 guichets uniques de protection sociale dans 26 communes couvrant les 12 départements, la rénovation et l'équipement des centres de formation professionnelle des personnes handicapées et des centres de promotion sociale des aveugles, l'extension des infrastructures du centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, la prise en charge de 150 000 ménages pauvres extrêmes dans les 77 communes à travers des transferts monétaires destinés à la subsistance et à l'appui en activités génératrices de revenus grâce au programme Besoké, le relèvement économique de 2500 ménages victimes de chocs climatiques à raison de 200 000 francs CFA par ménage, l'actualisation du régime social unique pour intégrer de nouveaux ménages en situation de vulnérabilité, le déploiement de l'assurance maladie, l'extension du volet formation du projet Arche avec pour cible 7 000 artisans en 2026, la poursuite de la mise en œuvre des mesures inclusives au profit des personnes handicapées, notamment les subventions pour les établissements inclusifs d'éducation et de formation, les aides financières aux étudiants non boursiers et les appuis aux initiatives d'entrepreneuriat de cette couche. L'augmentation de la capacité d'accueil et l'amélioration de la prise en charge médicale et psychosociale des malades mentaux errants. Il convient de rappeler que le budget du ministère des Affaires sociales et de la microfinance ne représente qu'une partie des dépenses sociales nationales, lesquelles constituent plus de 45% du budget général de l'État. Ceci démontre l'engagement exceptionnel et constant du gouvernement à placer la protection sociale, l'inclusion et le développement humain au cœur de l'action publique. Les députés ont exprimé leur satisfaction suite à notre présentation, mais ils sont aussi revenus sur des détails précis, ils ont posé des questions sur les conditionnalités de l'assurance maladie obligatoire, à travers les différentes cibles que nous avons. Ensuite, on a eu des échanges sur Besoké, le programme Besoké, qui couvre quelques communes pour le moment, mais qui va s'étendre. Et également par rapport au microcrédit à l'AFIA, surtout qu'il y a la phase 3 du microcrédit à l'AFIA, ils ont voulu savoir un peu par rapport à la désagrégation par arrondissement, par village, pour toujours l'extension du microcrédit à l'AFIA, puisque leur problématique, c'est de voir qu'à la base, les populations sont satisfaites et il y a effectivement donc, grâce à tous ces programmes, une amélioration du bien-être et des conditions de vie. Dans un tout autre registre, à présent, pendant des décennies, le marché de Dantokba a rythmé la vie économique de Cotonou. Aujourd'hui, ce poumon commercial s'apprête à une transformation majeure, sa délocalisation. L'Agence nationale de gestion des marchés lance du 5 au 15 janvier 2026 l'opération de déménagement. Ce projet soulève de nombreuses préoccupations du côté des commerçants. Suivons le reportage.
Le marché de Dantokba est l'un des plus grands marchés à ciel ouvert de la sous-région ouest africaine. C'est aussi le carrefour de l'Afrique consumériste où se mêlent toutes les monnaies et nationalités de la sous-région. Le marché Dantokba s'étend sur une superficie de plus de 20 hectares. Ces jours sont désormais comptés. Les commerçants seront déplacés vers de nouveaux marchés dont plusieurs sont en construction. Dans le rang des commerçants, les avis sont partagés. La question que nous-mêmes nous posons est que quoi? Est-ce que dès que cette délocalisation aura lieu et qu'on va nous transférer dans d'autres marchés et autres, est-ce que cela ne va pas avoir un impact sur notre chiffre d'affaires ou bien sûr le rendement? Parce que déjà qu'ici, le fait que le marché est ici, ça permet aux gens qui sont à proximité de venir procurer ce dont ils ont besoin auprès de nous. Maintenant, nous-mêmes qui sommes des commerçants et qui sommes des gérants et autres, nous sommes situés pas très loin de la zone. Maintenant, dès que ce marché sera déplacé, j'aurais appris que c'est vers Akasato qu'ils vont nous transférer. Nous qui sommes déjà habitués à ce marché, puisque ici, par exemple, on est déjà habitué au marché, on sait comment ça se fonctionne, on a à peu près une idée de comment des moments où il y a la vente, des moments où on ne peut pas trop espérer du marché comme ça en tant que tel et autres. Et puis nous avons déjà nos clients cibles. Nos grands-papas nous ont dit que le marché là, ça naît, ça ne se crée pas. Moi, je n'apprécie pas. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Les nouveaux marchés qui venaient de construire maintenant, moi ici à Kwakwa, le marché de Midombo par exemple, et le Béninois a une habitude. Si un endroit est propre, il a l'intention en même temps que les choses sont chères. Il préfère aller là où les choses sont moins chères. Ces dernières années, le marché de Dantokba a été touché par des incendies, ce qui a incité les autorités à réfléchir à son réaménagement. La transition vers les nouveaux marchés pourrait présenter des défis aux vendeurs qui dépendent de ce lieu pour leur subsistance. Quitter Porto-Novo pour Akasato, aller-retour chaque jour, ça ne sera pas une tâche facile. Maintenant, nous-mêmes, nous savons très bien, tel que la vente est en train de fonctionner ces temps-ci, n'est pas les mêmes par rapport à avant. Maintenant, même ici qu'on est, depuis un certain temps, après les fêtes, après qu'on a fêté la Noël et autres, le marché qu'on appelle a connu un déclin. Si bien que la façon dont nous avions l'habitude de vendre et autres, ça a chuté. Imaginez-vous un instant, quand on nous déplace à Akasato, comme on est en train de le dire, et que le marché fonctionne toujours dans cet élan. Vous êtes d'accord avec nous que nous, en tant que commerçants, on sera découragés, non seulement découragés, mais comment on appelle, chaque fois notre capital sera chuté, aurait une répercussion sur comment on appelle, nos fonds tout et tout, si bien que nous allons vouloir déposer les armes. Vous imaginez combien de personnes qui le marché Dantokba nourrit aujourd'hui? Bon, ça va agir sur la population. Et c'est le chômage total. Le grand marché de Dantokba sera donc fermé. Ainsi, on a décidé le gouvernement de la rupture. En interactualité au Nigeria, 50 élèves de l'école Saint-Marie se sont échappés des mains de leurs kidnappeurs entre les 21 et 22 novembre. Selon l'association chrétienne du Nigeria, ces enfants ont été retrouvés dans leurs familles respectives. L'attente et l'angoisse continuent pour les parents de ces élèves captive. Le reportage. Vendredi dernier, plus de 300 élèves avaient été enlevés dans une école catholique du centre du Nigeria. Ce dimanche, 50 d'entre eux ont réussi à s'échapper, a annoncé une organisation chrétienne dans un communiqué. Plusieurs habitants rappellent des lacunes du dispositif sécuritaire. My take about this security thing that has been on for a while. Cette question de sécurité qui perdure depuis un certain temps touche à un droit fondamental. Chaque citoyen doit pouvoir vivre en sécurité. Je considère que c'est au gouvernement d'assurer cette protection. Les autorités doivent assumer pleinement leurs responsabilités envers l'ensemble des citoyens et veiller au bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité.
working right. Le gouvernement doit bien savoir ce qui se passe. Comment se fait-il que notre armée, pourtant équipée d'avions de chasse capables de détecter le moindre mouvement, soit malgré tout incapable d'intervenir ? La vérité, c'est que pour beaucoup de responsables, leurs enfants ne vivent même pas au Nigeria. Ils étudient à l'étranger. Et nous, qui n'avons pas les moyens de scolariser nos enfants hors du pays, devrions accepter de mourir ? Il est donc nécessaire de tenir le gouvernement responsable de la situation. Nous n'avons pas un gouvernement digne de ce nom. Les garçons et filles enlevés à Sainte-Marie, âgés de 8 à 18 ans, représentent près de la moitié des 629 élèves de l'établissement. Ces incidents auraient pu être évités, mais l'heure n'est pas aux accusations. Notre priorité aujourd'hui est de déterminer comment sauver ces enfants et toutes les autres personnes enlevées au cours de ces attaques. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des agences de sécurité, les organisations de la société civile et les autorités religieuses à concentrer leurs efforts sur le sauvetage de ces enfants. Cet enlèvement survient après qu'un autre groupe d'hommes armés ait pris d'assaut lundi dernier un lycée de l'État voisin de Kebbi, d'où 25 jeunes filles ont été enlevées. Pendant ce temps, ce dimanche, les électeurs bissau-guinéens ont participé à un double scrutin visant à choisir le futur président et le nouveau Parlement. L'absence du principal parti d'opposition et de son candidat a marqué cette élection. Selon les observateurs, le vote s'est tenu dans le calme malgré les difficultés logistiques liées à l'organisation simultanée des deux scrutins. Le dépouillement a commencé aussitôt après la fermeture des bureaux. Suivons. En Guinée-Bissau, plus de 960 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour désigner leur futur président et les 102 députés du Parlement. Ce double scrutin intervient après la dissolution du Parlement en 2023 dans un contexte de tensions politiques persistantes. Ces élections, initialement prévues pour 2024 et reportées par le président pour des raisons de sécurité, sont marquées par l'absence inédite du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, écarté du processus avec son leader Domingos Simoes Pereira sur décision de la Cour suprême. Le président sortant, Umaro Sissoko Embalo, ancien général, brigue un second mandat. Son principal rival est Fernando Dias da Costa, soutenu par l'opposition. Le dépouillement des bulletins a commencé immédiatement après la fermeture des bureaux. Les observateurs ont noté que le scrutin s'est déroulé dans le calme malgré la complexité logistique de ce double vote. Selon les analystes, la course entre Embalo et Dias reste serrée. Les résultats provisoires officiels sont attendus au plus tard jeudi 27 novembre, avec un possible second tour pour le 21 décembre si aucun candidat n'obtient la majorité absolue. Cette élection constitue un test majeur pour la stabilité politique du pays, déjà marqué par plusieurs coups d'État et des tensions institutionnelles récurrentes. En Afrique du Sud, une enquête explosive vise Duduzile Zuma, accusé d'avoir recruté des jeunes Africains envoyés malgré eux en zone de guerre russe. Les familles laissées sans nouvelles depuis des mois dénoncent un piège orchestré sous couvert de formation professionnelle, une affaire qui met en lumière l'ampleur des réseaux de recrutement liés au conflit russo-ukrainien. Le reportage. La police sud-africaine a annoncé dimanche enquêter sur l'une des filles de l'ex-président Jacob Zuma, Duduzile Zuma, accusée par sa propre sœur d'être impliquée dans le recrutement de jeunes hommes pour aller combattre en Ukraine aux côtés de l'armée russe. Une vingtaine de jeunes Sud-Africains et Botswanais auraient été ainsi envoyés sur le front russo-ukrainien sous de fausses promesses. Les familles, sans nouvelles depuis des mois, dénoncent un piège orchestré sous couvert de formation professionnelle. Ces recrues, âgés de 20 à 39 ans et confrontés au chômage, avaient été attirés par la perspective d'une formation de garde du corps, assortie d'un emploi stable à leur retour. Au lieu de cela, ces hommes ont été remis à un groupe de mercenaires russes pour combattre dans la guerre ukrainienne sans le savoir et sans leur consentement, détaille la police. Des échanges WhatsApp consultés par Bloomberg confirment que Duduzile Zuma aurait assuré qu'il ne serait pas envoyé sur le front. Le gouvernement sud-africain a confirmé qu'une enquête avait été ouverte et rappelé l'interdiction formelle pour ses citoyens de rejoindre des armées étrangères.
2 ans après le putsch qui a mis fin à la dynastie Bongo, Emmanuel Macron a entamé ce dimanche une visite à Libreville pour renouveler la relation franco-gabonaise. Derrière le geste politique, l'Élysée veut aussi sécuriser les intérêts économiques français dans un pays riche en hydrocarbures, manganèse et bois. Suivant. Le président français Emmanuel Macron a entamé dimanche une visite d'État au Gabon. Son objectif, renforcer et renouveler le partenariat bilatéral. Cette visite est la première depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema, 2 ans après la fin de l'ère Bongo. Monsieur le président de la République, chers frères, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour le soutien multiforme que vous avez apporté à notre pays pendant les transitions politiques. Ce soutien a contribué à la tenue des élections libres et transparentes, saluées par la communauté internationale, et à la mise en place progressive de nos institutions. Je soutiens totalement ce que le président de la République vient de dire, c'est-à-dire que l'Afrique ne peut plus être un continent de simple extraction des ressources. On doit réussir à construire des nouveaux modèles, mais ce qui suppose des investissements énergétiques, des transformations pratiques, mais où on valorise ou on transforme ces ressources de manière pratique. Et donc nous accompagnons ce partenariat gagnant-gagnant, respectueux des intérêts de chacun. Nous faisons sur un chemin critique qui doit être aussi cohérent et compétitif. Avec cette visite de 24 heures à Libreville, le président français a marqué la 3e étape de sa tournée africaine. Elle a débuté à l'île Maurice et en Afrique du Sud et se poursuit ce lundi en Angola. Le Vietnam endeuillé par des inondations meurtrières. Au moins 90 personnes sont mortes dans ce pays d'Asie du Sud-Est, frappé par des pluies diluviennes depuis une semaine. Plus de 60 des 90 personnes ayant péri ont été recensées dans la seule province montagneuse de Dakhla, où les eaux en furie ont inondé des dizaines de milliers d'habitations. C'est après moi. Depuis plusieurs semaines, des pays d'Asie du Sud-Est subissent les affres du changement climatique. Conséquence, les morts se comptent par dizaines et les dégâts sont innombrables. Au Vietnam, le centre et le sud du pays sont dévastés. Au moins 90 personnes ont perdu la vie selon un nouveau décompte publié dimanche par les autorités. Et plus d'1 million de personnes sont toujours sans électricité. En Thaïlande, les transports publics sont suspendus du fait des fortes inondations. Au total, 10 provinces du sud et du nord sont touchées de plein fouet par ces pluies diluviennes, impactant près de 2 millions de personnes. Pas d'accalmie à l'horizon, les services météorologiques annoncent des intempéries jusqu'en fin de semaine. Scénario identique en Malaisie, près de 11 000 personnes touchées par les inondations ont été évacuées de 9 États. La zone la plus touchée est l'État de Kelantan, dans le nord-est du pays. Le réchauffement climatique intensifie les tempêtes et les précipitations dans toute l'Asie du Sud-Est, rendant les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.